Bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes ici présents physiquement et ainsi que ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux et en ligne. Je vais d'ailleurs inviter nos intervenants à regarder bien devant eux, là où sont les caméras quand vous intervenez, afin que tout le monde puisse suivre nos échanges. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une table ronde sur la montagne en quête d'un nouvel avenir sportif et nous avons la chance d'accueillir pour échanger sur ce sujet Pierre Mangin, coprésident du SNAM, le syndicat national des accompagnateurs en montagne, Gaël Rastou, DTNA de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, Bertrand Muffajoli et Léa Masseret pour l'Office français de la biodiversité. Bonjour à toutes et à tous. Une problématique sous-jacente à cette question de l'avenir sportif de la montagne, la crise de modèle de la montagne, une crise qui est systémique, qui est reconnue par tous les acteurs comme étant systémique, c'est-à-dire à la fois liée aux enjeux environnementaux et climatiques, mais aussi d'une organisation sociale et économique de la montagne. Le thème du sport et du tourisme, qui est une porte d'entrée, mais comme elle représente une part non négligeable de l'activité, c'est aussi un objet sur lequel on va pouvoir cristalliser les énergies. Et bien entendu, quand on est sur des enjeux aussi vastes liés à la diversification des activités, à la multisaisonnalité, on ne peut pas répondre à ces enjeux-là seul, donc un gros enjeu de décloisonnement, de mise en commun, de mise en place de dynamiques collectives. On va commencer par faire un petit état des lieux et je vais commencer avec vous, Bertrand, un état des lieux physique presque de la montagne. Où on en est aujourd'hui, quel est l'état de nos massifs et quels sont les changements que vous constatez au quotidien. Vous pouvez aussi dire quelques mots sur votre métier du quotidien à l'OFB, de police de l'environnement. Et notamment, je sais que vous suivez un certain nombre d'espèces et je vais vous laisser les citer parce que je ferais une erreur syntaxique si je le faisais. Bertrand, la parole est à vous. Bonjour à tous. Je suis agent à l'Office français de la biodiversité. Je travaille à la direction de la recherche. Donc on mène des projets sur des espèces artico-alpines depuis 25 ans. Donc on est en mesure d'avoir des signes quand même préoccupants sur ces différentes espèces. La principale espèce ciblée est l'agopède alpin, donc c'est une relique glaciaire pour ceux Bertrand, je vous invite juste à mettre le micro sur votre menton comme ça. D'accord. Pour ceux qui connaîtraient pas l'espèce, donc c'est l'espèce la plus frigophile qu'on puisse avoir en France. Donc c'est une espèce qui a besoin du froid et qui aime le froid. Quand on parle de réchauffement climatique, à savoir qu'en montagne, c'est quand même le lieu où il est le plus marqué. Sur les 50 dernières années en France, on a quasiment 2 degrés de plus. Et ce réchauffement climatique, il est surtout mis en avant au travers du recul des glaciers. C'est-à-dire qu'en France, on prend l'exemple de la mer de glace qui, depuis 1850, a perdu 3 km de distance et qui recule entre 30 et 40 mètres par an. Donc là, on a vraiment des choses qui sont bien identifiées. On a aussi d'autres choses avec des glaciers maintenant qui sont protégés en Suisse par des bâches. Concernant la faune sauvage, on peut utiliser le lagopède alpin. On a toujours tendance à imaginer le réchauffement climatique au travers de l'ours polaire au Svalbard, mais à savoir qu'en France, on a quand même cette espèce qui est présente dans les Pyrénées et dans les Alpes. Et cette espèce, en la suivant, on se rend compte que rien qu'en la regardant vivre, l'hiver, déjà c'est une espèce qui change de plumage 3 fois par an, donc elle devient toute blanche pour l'hiver. Mais maintenant, elle se retrouve blanche et il n'y a pas de neige. Donc c'est déjà critique pour l'espèce. Après, c'est l'espèce, comme je vous expliquais, elle a besoin du froid, elle aime le froid. Et l'hiver, on a des hivers qui sont moins enneigés et qui sont relativement moins froids. Donc qu'est-ce que ça génère pour cette espèce? Ça génère qu'on va avoir un changement de végétation. On va avoir une végétation qui va avoir tendance à remonter. Donc elle va avoir une perte d'habitat. Cette perte d'habitat, qu'est-ce qu'elle va générer? Elle va générer qu'on a des grands massifs sur lequel on ne va plus avoir que des oiseaux sur les petits sommets, comme des petits chapeaux. Ils sont au sommet de leurs petits chapeaux et ils n'ont plus la possibilité de pouvoir communiquer entre eux. Parce que savoir que pour survivre dans un écosystème, il faut qu'il y ait des échanges et qu'il y ait de la communication. Donc là, on se retrouve avec des isolats de population. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On va avoir un nouveau cortège d'espèces qui va arriver. On va avoir des nouveaux prédateurs qui vont arriver sur ces zones-là parce qu'ils sont arrivés avec le réchauffement climatique.
je vous ai déjà évoqué, mais cette remontée de la végétation, elle est beaucoup plus rapide que la colonisation des pierres. Donc l'espèce va se retrouver avec un habitat qui va être de plus en plus réduit. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues sur un pas de temps de 25 ans. Donc c'est quand même vraiment quelque chose qui est très très court. Et on est tous concernés par la préservation de cette espèce qui est quand même remarquable. Merci beaucoup. Pierre, je me tourne vers vous. Vous aussi, vous constatez au quotidien avec les accompagnateurs en montagne les changements auxquels on est confronté. Peut-être dans un premier temps, nous dire qu'est-ce que c'est voilà, votre constat, votre état des lieux. Puis après, également peut-être nous parler de l'émergence de nouvelles pratiques. Il y a des nouveaux arrivants dans la montagne post-Covid. On a vu une arrivée. Il y a aussi le réchauffement climatique. Il est critique dans des écosystèmes fragiles comme la montagne, mais il a lieu partout. Donc en plaine, en vallée, on a chaud, on cherche la fraîcheur. Donc on a des nouvelles activités en montagne. Peut-être nous faire un petit état des lieux à la fois de vos constats du quotidien et nous rappeler le rôle des accompagnateurs en montagne aussi, et aussi sur l'émergence de ces nouvelles activités. Et en effet, donc, je représente tous les accompagnatrices et accompagnateurs en montagne sur les différents massifs de métropole et même ultramarins. Et ces professionnels de la montagne, c'est d'abord des gens qui accueillent tout type de public. Ce n'est pas uniquement des vacanciers, ça peut être aussi des écoles, ça peut être des entreprises qui sont en voyage d'affaires, ça peut être des associations, des clubs de sport, etc. Donc les publics sont très variés et on les accueille sur diverses activités. Donc les activités traditionnelles, c'est essentiellement la randonnée pédestre, les sorties en raquettes et le VTT. Et effectivement, nous, on est d'abord habitants de la montagne, où on connaît tout aussi le réseau d'acteurs de la montagne, les gens qui y vivent, et puis effectivement les milieux naturels. Et on est ce trait d'union entre ce milieu montagnard, avec son patrimoine naturel et humain, et les visiteurs qui viennent. Et quand on est visiteur d'un jour, qu'on n'est jamais venu à la montagne, eh ben on ne voit pas tous ces changements, toutes ces fragilités qui viennent d'être décrites. Donc il y a besoin de faire passer des messages, d'expliquer, de démontrer, de sensibiliser. Et donc on a ce rôle-là de servir de lien entre les visiteurs d'un jour et puis ceux qui sont là depuis toujours, aussi bien la faune, la flore que les gens qui y vivent. On parlait des changements radicaux en haute montagne, quelque part. Vous travaillez beaucoup sur la moyenne montagne. Est-ce que ces changements-là sont aussi visibles ? Ils sont visibles exactement de la même manière, parce que sur tous les massifs de moyenne montagne où on pouvait pratiquer de la raquette de manière certaine sur toute la saison hivernale, aujourd'hui les activités changent. On ne va pas pouvoir forcément pratiquer la neige tout le temps. Donc il faut aussi se reconvertir. Nous, on travaille toute saison sur différentes activités. Et on voit cet engouement pour la montagne, il faut savoir l'accompagner et puis pouvoir proposer toujours des activités qui puissent rendre aux gens ce qu'ils sont venus chercher, mais également de laisser le moins d'impact possible, en tout cas se faire discret dans nos pratiques pour que toute la faune, la flore qui souffre aussi des changements, même si on ne le voit pas et tout est décalé, puisse elle aussi s'adapter au maximum. Merci Gaël, je me tourne vers vous. Vous aussi, vous constatez un essor des activités, notamment tout ce qui est de l'ordre du ski alpinisme, ce qui est de l'ordre de l'escalade. Votre fédération fédère les clubs et essaye d'accompagner ces nouvelles pratiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les tendances sur lesquelles vous êtes adossés ou que vous accompagnez ? Merci. Donc, effectivement, la fédération, c'est 125 000 licenciés à travers 1000 clubs. Donc, moi, la fédération adhère et j'adhère à tout ce qui vient d'être dit là, à la fois par l'OFB et puis par le SNAM. On fait le même constat. Du coup, ça induit pour les responsables de la fédération de repenser un petit peu à la fois la formation initiale de nos pratiquants et à la fois dans la formation de nos cadres bénévoles, de manière à les acculturer à ce phénomène de réchauffement climatique qui est un petit peu où la montagne fait caisse de résonance, et sur les nouvelles pratiques un petit peu alors dites émergentes. Alors l'escalade et le ski de randonnée ne sont pas des pratiques émergentes, mais elles se réinventent avec des nouveaux pratiquants. Qui convient effectivement d'acculturer ce milieu spécifique et fragile. Deux exemples très concrets, si on prend l'escalade et le ski de rando. L'escalade, on s'aperçoit que c'est un sport qui devient de plus en plus urbain ou pratiqué dans les salles d'escalade, et lorsque les pratiquants veulent sortir
pratiquée sur les sites naturels ou lorsque l'escalade constitue la voie d'accès à l'alpinisme, c'est un milieu qui n'est absolument pas connu et maîtrisé. Et on peut faire la même chose, la même remarque sur le ski de randonnée qui s'est énormément développé pendant la période Covid. Mais pour autant, une fois que les stations ont réouvertes, l'environnement n'est plus du tout le même. Et il faut là aussi éduquer l'ensemble des pratiquants qu'ils ne sont pas toujours licenciés ou qu'ils ne se tournent pas forcément vers les professionnels de l'encadrement pour effectivement les acculturer à ce milieu et sortir un petit peu de leur pratique un petit peu sportive et de leur pratique un petit peu entre guillemets cardio. Voilà, donc on a toute cette politique à mettre en œuvre et on essaie d'y contribuer, mais on n'y contribue pas tout seul. Le travail avec l'encadrement professionnel, que ce soit les accompagnateurs, les guides ou les moniteurs de ski, fait partie vraiment d'une problématique commune. Merci Léa, je me tourne vers vous. C'est presque 20% du territoire national, 8 millions d'habitants. Il ne s'agit pas non plus de mettre la montagne sous cloche. C'est des endroits de vie et il y a une demande sociétale forte pour la montagne. Comment est-ce que l'OFB, quelle est la philosophie d'action de l'OFB pour que le développement de ces nouvelles activités ne s'accompagne pas des écueils qu'on a pu avoir avec le tout ski dans les années 60, 70, 80 ? Merci. Oui, l'OFB a pour mission principale la préservation de la biodiversité. C'est vraiment son ADN en tant qu'établissement public. Mais cela ne va pas à l'encontre d'activités anthropiques humaines. Il faut pouvoir partager l'espace, vraiment concilier certains usages et permettre le développement, l'activité humaine sans que ce soit aux dépens et au détriment des espèces. Et pour cela, outre la mission de recherche, d'acquisition de connaissances, comme mentionné précédemment par Bertrand, l'OFB s'appuie sur plusieurs fonctions, notamment la police d'environnement, la gestion et la cogestion d'espaces protégés, l'appui aux politiques publiques et aussi surtout la mobilisation des acteurs professionnels et des citoyens. Et dans ce but-là, l'OFB vise à créer de la transversalité, à une vision vraiment de travail, de collaboration intersectorielle pour mettre les acteurs autour de la table, trouver des solutions communes, et cela dans une vision à long terme. Donc le but est vraiment de créer, de trouver des solutions pour permettre le développement des sports, qui est un énorme levier en termes de connexion à la nature, de préservation aussi, de rapprochement à l'écosystème, tout en inculquant, disons, à trouver des solutions pour que les comportements soient adaptés à la préservation des espèces. Et là-dessus, il travaille en réseau, notamment avec des opérateurs du ministère des Sports. Je peux nommer le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes ou le Pôle Ressources Nationales Transition écologique et Sport de nature. Il vise à créer des partenariats avec les fédérations sportives, les organismes de formation, à accompagner les territoires également dans leur démarche, avec des programmes comme Territoires engagés pour la nature, et cela est vrai aussi pour les entreprises. Donc le but est vraiment de mettre en réseau, collaborer et d'arriver à faire intégrer les enjeux de biodiversité dans les approches de développement des territoires et des pratiques. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Bertrand. Sur les... Alors, ce ne seraient pas les conflits d'usage, mais je dirais les superpositions entre... on a beaucoup parlé du fait que les nouvelles activités vont disperser finalement les gens sur la montagne, alors vous avez passé beaucoup de temps à sensibiliser notamment les stations de ski sur la coexistence entre la biodiversité et les activités sportives. Comment est-ce qu'on appréhende ces sujets-là ? Quel travail vous avez pu mettre en place, notamment pour préserver le lagopède alpin avec les stations, et comment est-ce qu'on peut se servir de ce travail-là, parce que malheureusement on n'est pas certain de la pérennité de l'espèce, pour prévenir finalement les écueils qui pourraient arriver du développement des nouvelles activités? C'est du travail de longue haleine, hein, si on peut reprendre ça. Il y a quand même tout un historique derrière. C'est-à-dire que la montagne, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quand même un milieu qui, jusque dans les années 80, était annexé, était colonisé par les activités hivernales, notamment par le développement des stations, où, en gros, on avait un clivage entre le domaine skiable et éventuellement l'espace protégé à côté.
où on était parti du principe, l'aménageur, en gros, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai échangé avec des aménageurs, ils me disaient, en gros, laissez-nous faire ce qu'on veut dans notre domaine skiable et vous, occupez-vous de votre espace protégé à côté pour la faune sauvage. Il y a quand même eu de grosses évolutions là-dessus, notamment à partir de 1985 avec la loi Montagne, qui a permis de faire changer les mentalités. Et les premiers messages qu'on a réussi à faire passer, c'est expliquer que le domaine skiable en tant que tel, même le fait qu'il soit aménagé, restait un écosystème remarquable à part entière. Et ça a été la première prise de conscience au niveau des aménageurs, quand on a pu leur prouver que même s'il y avait du ski dans une zone, même s'il y avait une surfréquentation, si l'habitat était favorable, les espèces allaient malgré tout essayer de se maintenir coûte que coûte dans ces zones-là. Donc là, ça a été vraiment le premier pas. Il y a eu cette prise de conscience. Cette prise de conscience, elle s'est faite déjà avec une collaboration beaucoup plus étroite avec les domaines skiables. On a pu mettre en place des premières mesures. Donc là, on est rentré dans des mesures de cohabitation. C'est-à-dire que dans le domaine skiable, on a réussi à identifier des zones sur lesquelles on a fait des préconisations pour préconisation, information. C'est-à-dire que c'est lié au bon vouloir de l'usager, de respecter le balisage et de laisser tranquilles les espèces dans ces zones-là. Après, au fur et à mesure qu'on a fait des études, notamment au travers d'animaux équipés de GPS, on a vu que les espaces ne sont pas clivés, il faut travailler dans une globalité. Donc là, actuellement, on est dans une logique un petit peu changeante. On voudrait arriver à du partage de l'environnement, mais un partage de l'environnement équitable entre les activités humaines, telles qu'elles soient, estivales, automnales, quand on veut toute l'année, et que la faune sauvage ait à côté des habitats qui lui soient vraiment dévolus, dans lesquels elle puisse effectuer ses cycles annuels sans qu'elle soit contrainte par les activités humaines. Ça, c'est le point sur lequel on est vraiment en train de travailler actuellement. Et je vais rejoindre aussi après tous mes collègues à côté de moi, là. Tout ce travail-là ne peut se faire qu'au travers d'une collaboration globale entre tous les différents acteurs. Quand je parle des acteurs, c'est à la fois l'aménageur, c'est à la fois le socio-professionnel, c'est à la fois le pratiquant aguerri. Si on rentre dans une logique purement répressive, sans information, c'est complètement voué à l'échec. Et si, par contre, on arrive à faire passer le bon message pour la préservation de ces espèces et se dire maintenant, on va commencer on a conscience que la biodiversité est présente, on fait partie de l'écosystème, le sport de montagne fait partie de l'écosystème, donc en étant au sein de cet écosystème-là, on va se donner les moyens pour ne pas être le nuisible, être le moins nuisible possible. Voilà. C'est en gros ce qu'on essaie de mettre en place actuellement avec les différents aménageurs, voire avec les sociopros. On a même dernièrement un partenariat qui a été monté avec l'École nationale des sports de montagne pour créer un support de sensibilisation pour les 17 000 moniteurs de ski qui seront formés et recyclés. C'est vraiment un premier pas qui est... on espère que ça sera l'effet boule de neige. Mais tout passe par de la collaboration multipartenaire. Merci Gaël, je me tourne vers vous sur cette dynamique collective et également sur finalement cette acculturation, vous l'avez cité tout à l'heure, vous venez d'en reparler. C'est quoi les codes de la montagne qu'il faut transmettre à ces nouveaux pratiquants qui va les transmettre? Est-ce que c'est la responsabilité des clubs? Est-ce que c'est les collectivités territoriales? Est-ce que c'est l'école? Et comment une fédération comme la vôtre se saisit de ces enjeux-là? Alors, je pense que la transmission peut être que collective. Ensuite, sur la fédération, la prise de conscience a été réelle depuis quelques années, puisqu'on a vraiment créé au sein de la fédération et au sein de la direction générale un département lié un petit peu à tout cet aspect de la protection de l'environnement, un département RSO, qui édite à la fois les règles de bonne pratique, les éco-gestes, etc. pour chaque discipline. Et ensuite, nous, au sein des clubs et sur les échelons déconcentrés, c'est encore une fois des actions de formation spécifiques en amont, j'allais dire, de la formation technique sur les différentes activités. Et puis ensuite, je le disais, la responsabilité, je pense qu'elle est collective. Nous, on le voit à la fin, on se sert aussi du vecteur haut niveau, puisqu'on est une fédération sportive, on se sert aussi des messages que peuvent porter nos athlètes
dans les 2 disciplines olympiques que sont l'escalade et le ski alpinisme, pour justement porter aussi ces messages, puisque si la montagne n'est pas un stade, ça reste pour autant un terrain de jeu magnifique. Mais effectivement, ces codes et ces devoirs qu'a le pratiquant au regard de la préservation du milieu dans lequel il évolue, elles passent aussi par des messages qui descendent du haut niveau, et je pense qu'ils sont très très porteurs. Donc on se sert aussi du haut niveau pour faire passer ces messages. Merci. Pierre, on parlait en préparant de l'échelle de concertation. Il existe aujourd'hui des commissariats au massif. Est-ce que c'est la bonne échelle d'impulsion? D'ailleurs, les uns et les autres, vous pouvez réagir à ça. Est-ce que c'est le cadre dans lequel vont se coordonner les initiatives, selon vous? Et alors, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le réseau, c'est-à-dire qu'il faut réussir à sortir de son couloir et à discuter avec un maximum d'acteurs pour ensemble dégager une vision commune et des pratiques communes. Quand on pense de transition des territoires de montagne, je dirais qu'il faut aussi penser à la manière dont, quelle garantie on va donner aux gens qui viennent la visiter. Donc les garanties, ça passe par la formation, etc. Par exemple, nous, accompagnateurs de montagne, c'est une formation de haut niveau dispensée par une école nationale avec des compétences fortes en matière de sécurité, également en matière de connaissance des milieux naturels. Ensuite, la formation continue, on l'a dit. Et puis, tout le travail de réseau, puisque d'être à la fois, on peut recevoir de la formation, mais aussi apporter de l'information, être sentinelle de la nature, être observateur de terrain pour pouvoir qualifier un petit peu la manière dont il faut évoluer. Et par exemple, le travail qu'on peut faire au sein des commissariats au massif, où là, on rencontre les acteurs de tous les autres gens qui agissent sur la montagne, on va pouvoir échanger, transmettre, comparer, comprendre, de la compréhension mutuelle, et pouvoir dégager un petit peu des tendances et vers où on veut aller pour prendre des engagements. Donc avoir des espaces de concertation, commissariat au massif, les parcs naturels régionaux aussi sont excellents pour ça, puisqu'ils sont assis sur des bassins de vie et pas sur des limites administratives des fois un petit peu rigides. Donc c'est une bonne idée. Merci. Je me tourne vers vous, Léa. On a historiquement, sur une question qui est connexe mais différente, sur les questions de l'eau, on a réussi à structurer l'organisation institutionnelle, administrative de la France en agences de bassin. On a des agences de l'eau, et si je ne me trompe pas, elles sont maintenant au sein de l'OFB, ces agences. Elles ont donc un rôle de coordination, mais aussi un rôle de financement, de transformation et de gestion des conflits d'usage. Est-ce que ce modèle d'agence de l'eau pourrait donner lieu à une évolution vers des agences de massif? C'est une bonne question, c'est une possibilité, un modèle peut-être à creuser. Je pense qu'il y a besoin de travailler en faisant des liens entre les massifs, entre les réalités locales. Chaque contexte a ses spécificités, ses besoins, mais il y a quand même des réalités qui sont globales. Donc l'OFB peut faire ce lien entre les territoires, entre peut-être des agences de massifs, pour mettre en place les mesures adaptées, disons, par ces agences-là. Il y a aussi peut-être d'autres modèles à imaginer, des modèles qui incluent pas seulement des organisations institutionnelles, mais aussi, voilà, on parlait des athlètes, des sportifs, des citoyens, des habitants eux-mêmes, qui sont impliqués, qui sont à considérer dans l'attrait de la montagne, dans la vie à la montagne, et pas se baser que sur un tourisme. Évidemment, le nerf de la guerre est souvent le financement. L'OFB peut apporter des financements dans certains cas, mais se base aussi beaucoup sur des dynamiques partenariales collaboratives, de mise en réseau, de recherche d'expertise, d'apport d'expertise. Il y a aussi des réseaux européens qui se déploient, d'aller chercher de l'inspiration pour réussir à mettre en place des solutions chez nous. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire à plusieurs niveaux à ce niveau-là. Mais l'important, et comme on l'a déjà bien dit, c'est de collaborer, mettre tous les acteurs, les différents secteurs autour de la table, que ce soit les professionnels comme les citoyens, et à partir de là, aller d'avant. Pierre, je reviens vers vous. On parlait d'un plan avenir montagne sur lequel vous étiez engagé, qui impliquait plusieurs volets de la formation, de la médiation entre le tourisme et d'autres activités.
On a parlé du lagopède alpin qui est peut-être peu connu, mais ce qui parle à tout le monde, le loup, l'ours, leur réintroduction, ça a créé des conflits d'usage très forts avec une partie d'éleveurs, d'agriculteurs. Il y a des sujets importants là-dessus. Comment est-ce que on fait vivre ces différentes activités-là? Comment est-ce que finalement on accompagne par la découverte de la montagne, par les nouvelles activités de montagne, finalement la requalification de tout le tissu humain qui fait cet écosystème vivant? Et alors là encore, ouais, nous on était engagés dans les plans Avenir Montagne un petit peu sur tous les massifs, dans les comités techniques et également les comités de pilotage. C'est très intéressant parce que là encore, ça fait vivre le jeu d'acteurs et de croiser les points de vue. Et ça a amené pas mal d'ingénierie sur les territoires. Maintenant, c'est vrai qu'on cale, enfin, j'ai l'impression que les territoires calent un petit peu pour mettre en œuvre toute l'ingénierie qui a pu être fournie. Mais en tout cas, ça a permis ce jeu d'acteurs et de construire une vision commune et une envie partagée. Donc déjà, en ça, c'est une réussite. Peut-être, est-ce que vous êtes confiant dans cette capacité à réussir, à surmonter les enjeux? Bah, c'est évident parce que sinon on s'en va, mais toutes les difficultés, c'est aussi des opportunités. Là, l'opportunité, c'est de repenser la manière dont on vit en montagne. On ne va pas consommer de la montagne, c'est vraiment on vit sur un territoire, on habite. On essaye d'avoir une empreinte minimale, et en tout cas quand on pratique des sports de nature, d'essayer de laisser le moins de traces possible. Et c'est vrai que je partage complètement ce que tu disais tout à l'heure sur on n'est pas là pour mettre d'un côté sous cloche et de l'autre côté on fait tout ce qu'on veut. C'est vraiment, on a une vision commune sur une multifonctionnalité des territoires. Pour ça, il faut discuter et donc les tables rondes servent à ça. On a des Jeux Olympiques qui arrivent dans 4 ans sur le massif alpin. Est-ce que ces Jeux vont être un outil à la fois d'accompagnement de ces transitions en montagne? Est-ce qu'il y a des écueils potentiels dont il faudrait se prémunir, Gaël? Alors, les enjeux pour une fédération sportive, c'est d'abord, sur les Jeux Olympiques, c'est d'abord de performer. Et avant la performance, et c'est un petit peu toute la stratégie de la fédération, c'est d'abord initier, éduquer et ensuite progresser pour performer. Donc tout ça, ça s'inscrit dans une chaîne qui va du pratiquant loisir, je vais dire, jusqu'au haut niveau. Et effectivement, les Jeux Olympiques, c'est toujours une caisse de résonance et une caisse médiatique où on peut faire passer un certain nombre de messages. Et donc forcément la fédération adhère un petit peu à l'état d'esprit aussi voulu par le COJOP. Nous, la première des priorités, c'est que le ski alpiniste soit reconduit au JO des Alpes 2030. Pour l'instant, il n'est que discipline additionnelle à Milano Cortina. Donc on œuvre avec l'ensemble des acteurs et le ministère pour poursuivre l'aventure sur les Alpes 2030, mais aussi en y apportant nos valeurs, et qui sont un petit peu les valeurs de la montagne, c'est-à-dire l'engagement, l'esprit de cordée, la cohésion, et ça, encore une fois, on ne le fait pas tout seul, parce que le sport de haut niveau, sans la pratique loisir, et avec tous les acteurs qui sont autour de la pratique loisir, et toutes les institutions qui sont autour de la pratique loisir, ça va aussi par le développement du sport à l'école, le sport inclusif, les pratiques parasportives, même si autant on l'a mis en œuvre pour la para-escalade, autant sur le ski alpinisme, effectivement, le handi est encore en plein essor et à construire. Mais voilà, c'est un tout sur lequel on travaille, mais encore une fois, on ne travaille pas tout seul. Vous, les Jeux, comment vous les appréhendez? C'est vrai qu'on voit là sur le salon des sports, les Jeux, c'est transversal. Par contre, les Jeux de 2030, ce sera des Jeux en montagne. La montagne, pour le coup, c'est un stade vraiment particulier qui a ses contraintes sécuritaires, ses contraintes par rapport aux enjeux environnementaux, on l'a dit. Et je crois que la réussite de ces Jeux, ce sera notre capacité à acculturer les gens à la montagne, à leur faire partager une culture montagne, et que quand ils regarderont à la télé ou s'ils viennent voir des compétitions, ils voient non seulement ils vibrent par rapport aux performances des athlètes, mais surtout ça puisse faire référence à quelque chose qu'ils connaissent en montagne, parce qu'on leur a préparé depuis 4 ans, et quelque chose qui parle vraiment des territoires de montagne, des habitants qui y vivent et de tous les enjeux de biodiversité.
Côté OFB, comment est-ce que vous appréhendez le sujet? C'est un peu compliqué de se positionner, mais pour moi, je ne pense pas que ce soit vraiment très très positif pour la préservation de la biodiversité. On rentre purement dans une logique performance et surtout on va être obligé d'optimiser des sites. Je pense notamment à tout ce qui va être, on parlait toujours de la gestion de l'eau, avec des sites qui pour moi ne sont pas forcément en adéquation avec les enjeux climatiques actuels. Donc c'est quand même des grosses questions qui vont se poser. On peut parler de sites qui sont à moins de 1000 mètres qui vont être utilisés au mois de février, à part avoir des grands stocks de snow farming. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourront se jouer. J'aurais voulu poser une question à la FFME. C'était pour savoir si, au travers des jeux, ils ne sont pas en train quand même un petit peu de renier leur philosophie de base concernant le ski alpinisme. Merci pour la question. Alors pas du tout justement. Et bien au contraire, le projet qui est porté à travers ça, c'est l'éducation un petit peu à tous les sports de montagne à travers le ski de randonnée. Et en tout cas, c'est le message que l'on veut porter, puisqu'on va aussi porter sur cette candidature Alpes 2030, si le CIO en valide l'augure, l'ajout de l'épreuve individuelle qui est l'épreuve reine du ski alpinisme, pour justement aller diffuser ce message de haute montagne et d'imaginaire un petit peu de ce que la montagne a de plus belle, en respectant tous les enjeux de sécurité, en respectant, comme on le fait d'ailleurs tout au long de l'hiver sur l'organisation des diverses compétitions, avec cette philosophie justement très très proche et très marquée d'un retour à la protection de l'environnement, et c'est vraiment le message que l'on veut porter à travers cette discipline, parce que je rappelle que le ski alpinisme, contrairement aux autres activités, l'énergie elle est musculaire, il n'y a absolument pas de dépenses autres que d'énergie en calories. Donc ça c'est aussi important, et c'est un créneau sur lequel on y est très attentif et très attaché, et justement la fédération ne veut absolument pas perdre son âme, et là-dessus on y veille, et voilà, c'est vraiment ce qui nous anime. Donc l'OFB peut être tout à fait rassuré quant aux ambitions de la fédération sur ce sujet. Vous parliez des imaginaires, ils sont importants. On voit récemment, on a eu je ne sais plus comment dire, un TikToker, influenceur qui a fait de l'escalade, et puis derrière ça a suscité un engouement extrêmement fort, avec des conséquences, puisque ceux qui ont suivi n'ont pas été accompagnés, n'ont pas été acculturés, donc on a déjà des conséquences d'impact très négatifs. On a, pour ne pas les citer, Red Bull qui sponsorise le sport extrême et le sport automobile, etc. Et qui finalement donne des imaginaires où on peut s'approprier la montagne quand on la pratique, et pas dans une logique de respect. Est-ce que l'OFB... Alors je sais que le plan écologique du COJOP n'est pas encore adopté, il est en cours d'adoption. Est-ce qu'il y a des travaux finalement pour sensibiliser à ces questions-là, à élaborer des cahiers des charges? Et alors là, je parle plus spécifiquement sur les imaginaires, plus que sur la matérialité des infrastructures à venir, et aussi avec France Télévisions, puisque c'est eux qui vont avoir cette responsabilité-là. Oui, tout à fait. Cette question des imaginaires est vraiment importante, et c'est une de nos ambitions de changer l'imaginaire, de changer la relation, la connexion à l'environnement. Quand on parle d'imaginaire, on parle de communication, de marketing, et on mène des travaux actuellement sur les éco-gestes, sur les changements les changements de transformation de comportement, notamment avec tous les acteurs des sports, avec l'ARP, une autorité de régulation professionnelle de la publicité, pour intégrer ces notions vraiment comme code, comme charte de déontologie, comme code de conduite dans la communication. Et c'est aussi aux acteurs qui communiquent, qui ne sont pas forcément dans le cœur de métier de préserver l'environnement, mais de s'emparer de ces questions-là et de les intégrer à leur communication. On a des exemples, on voit des images avec des chiens qui parcourent sans être tenus en laisse, ou des personnes qui sont en train de courir hors d'un sentier.
c'est des images à revoir, à corriger peut-être pour transmettre d'autres, pour inciter à de meilleurs comportements et vraiment à travailler aussi sur un imaginaire de la montagne et des sports qui soient plus proches de la réalité de ce qu'on souhaite préserver et qui ne fantasment pas ou qui ne poussent pas à forcément consommer comme on peut le faire, comme on l'a pu faire jusqu'à présent. Je vais vous garder dans le monde des imaginaires, pas de l'imaginaire, des imaginaires. Si on est la montagne dans 20 ans, à quoi ça ressemblerait si on pouvait faire fonctionner les choses le mieux possible pour un syndicat comme le vôtre? Est-ce que vous vous projetez dans ces dimensions-là et une fois, puisqu'il faut partager un idéal commun pour aller quelque part, donc à quoi ça ressemblerait et quelles sont les étapes pour y arriver? Et je vous poserai la question aux uns et aux autres. Alors rêvons. En tout cas, la montagne, dans 20 ans, à notre sens, elle sera déjà habitée. Il y aura toujours des gens qui y vivent dans les vallées, il y aura une activité économique avec des écoles, avec des commerces, etc. Et c'est une montagne où les habitants, les professionnels qui y vivent savent accueillir et se sont renouvelés dans la manière d'accueillir, où ils vont avoir une grande part, où ils seront encore plus agiles vis-à-vis de la météo. C'est-à-dire que s'il neige, on pourra toujours faire du ski. Et s'il n'y a pas de neige, on saura proposer autre chose, accueillir les gens, se faire plaisir en montagne différemment. Et on va fonctionner en peut-être. La solution n'est peut-être pas toujours en artificialisant, mais plutôt dans l'expérience qu'on va y vivre et la façon dont on perçoit le milieu et on le comprend. Donc on ne sera plus forcément sur la photo TikTok ou Facebook qu'on va poster, mais plutôt sur des ressentis, des émotions, et puis mieux interpréter ce qu'on ne voit pas. On parlait tout à l'heure des animaux qui peuvent être qui ont des fragilités, des difficultés. On aura une meilleure sensibilité à ça. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'existe pas. On se connaîtra mieux avec la nature. Bertrand? Dans 20 ans, pour la biodiversité, elle aura fait preuve de résilience parce qu'elle s'est toujours adaptée. Mais malgré tout, il y a des espèces qui seront réellement en danger, qui n'auront pas disparu, mais qui seront vraiment en danger. Mais le problème pour la biodiversité, il est au-delà de ce qu'on est en train d'évoquer là. On est quand même sous le coup des changements globaux qui ont un impact, qu'on le veuille ou non. Moi, quand je décris tout ce qu'on est en train d'évoquer là, j'évoque ça au travers d'une étoile où chaque branche a son rôle à jouer. Mais dessus, je mets quand même malgré tout un gros couvercle sur lequel, le problème, c'est qu'on va mettre du temps pour agir. C'est le gros couvercle des changements globaux. Et là-dessus, il nous faudrait vraiment énormément de temps pour essayer de réparer ce qui a déjà été fait. Donc en termes de biodiversité, je ne suis pas forcément très optimiste pour certaines espèces. Par contre, ça va évoluer. On a d'autres espèces qui vont arriver. Les écosystèmes vont s'organiser de manière différente. Voilà. Léa? Mais je pense que Bertrand a bien fait le tour de la question sur l'avenir de la biodiversité. Il y a des changements, il y en aura encore d'autres. Des espèces vont disparaître, d'autres vont peut-être venir, mais ça va nous impacter, c'est sur nous-mêmes. On est aussi une espèce dans cet écosystème et on va devoir s'adapter au changement de température, changer nos activités, nos pratiques, peut-être nos modes de faire. Être prêt à devoir nous adapter, à évoluer et à réinventer une manière de vivre aussi. Et voilà, pour ça, on a chacun besoin aussi de peut-être s'évader en montagne. Si on est là, c'est qu'on a des valeurs et des besoins qui nous lient. Et pour continuer à pratiquer, ça demandera une certaine adaptation. Gaël? Alors, sur une vision commune, moi je vais essayer de passer un message d'espoir et d'optimisme quand même, parce que le montagnard, les montagnards, quels qu'ils soient, ainsi que toutes les espèces se sont toujours adaptés à leur milieu. Les professionnels de la montagne, notamment de l'encadrement, tous les jours ils s'adaptent aux contraintes de leur milieu. Donc on a une grosse expérience là-dessus et je pense qu'on est capable de les retransmettre et on le fait déjà. Que ce soit à travers l'encadrement professionnel, mais que ce soit aussi à travers les fédérations et les clubs et les encadrants bénévoles. Il y a un message
de pédagogie et d'accompagnement de la jeunesse, justement, pour essayer de les éduquer, de leur faire toucher des doigts ce que pourra être la montagne dans 20 ans, mais c'est eux qui ont les clés. Et je pense qu'il faut leur donner les bonnes clés, faire passer les bons messages maintenant. Et c'est à travers l'ensemble de projets, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient sociologiques, etc., qu'il faut vraiment les accompagner. Les institutions ont tous leur mot à dire aussi. Voilà, donc moi je crois à l'intelligence collective. Et chacun en a une part de responsabilité à prendre. Il faut juste l'assumer et puis s'en emparer. Et de manière à ce qu'on embarque un petit peu toute cette jeunesse pour l'amener dans ce milieu qui est quand même formidable et qui inculque des valeurs qui un petit peu vont stabiliser et vont les accompagner dans leur vie d'adulte et leur vie professionnelle. La montagne est un milieu qui se mérite, c'est une très belle école de la vie. Donc accompagnons-les, ne fermons pas les portes et soyons optimistes. Merci. On va s'arrêter sur un appel à l'optimisme parce qu'on ne peut pas faire mieux. Et moi qui suis un habitant de plaine, qui aime la montagne, simplement dire que au-delà de la montagne elle-même, la montagne a un message à faire passer sur les transitions, sur les adaptations, sur les changements, et qu'elle est susceptible justement de créer ces nouvelles sensibilités, ces nouvelles approches. Mais pour ça, il faut que la montagne soit ouverte et accueillante aussi pour toutes les classes sociales, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas, pour tous les pratiquants, notamment qu'ils soient valides ou en situation de handicap, et que ces opportunités-là, c'est effectivement l'écosystème peut-être le plus fragile, le plus exposé, et celui qui a le plus à faire aujourd'hui, mais il peut être un levier de transformation pour l'ensemble de la nation. Et je vous remercie les uns et les autres pour votre participation, et à vous dans le public également. Merci à tous.